Salut, coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est le dimanche 24 décembre 2023 et ce sera l'entrée 31. Il est 10h20 du mat, ici à Santa Monica. Je prends mon café. D'ailleurs, il faudrait que j'arrête. C'est vraiment les cafés pourris de Starbucks que je déteste, mais bon, petit rituel en tout cas. Joyeux Noël hein, à vous tous. Et j'espère que cette année a été une année riche d'expérience, d'inspiration, d'épanouissement et peut-être de libération. Donc voilà, euh, ça me fait penser quand j'étais gamin, on avait le sapin, donc comme mon nom de famille l'indique, je viens d'une famille musulmane, j'allais dire une culture musulmane, et, euh, et je suis un pur produit de l'assimilation, hein, parce que je me rappelle bien le respect et l'amour qu'il y avait pour la France de la part de ma famille, de mes parents, chose qu'aujourd'hui les gens ont du mal à conceptualiser, à concevoir, pardon. Et donc on avait le sapin de Noël et limite la crèche. Je crois qu'on a peut-être dû la voir. Et donc il y avait vraiment un amour pour la France et un désir incroyable de reconnaissance, de gratitude et d'assimilation. Et je me rappellerai toujours comment j'ai kiffé l'idée du Père Noël. Je me rappellerai toujours, on vivait dans un logement de fonction, dans une usine, une boulangerie industrielle à Aubervilliers. Et puis je voulais à tout prix surprendre le Père Noël. Et je crois qu'au milieu de la nuit, j'ai ouvert la porte d'entrée. Je devais avoir 8 ans, 7-8 ans. Et il n'était pas là. Donc voilà. Mais en tout cas, plusieurs fois, j'ai surpris mon père ramener les cadeaux, les mettre près du sapin. Et j'ai compris il y avait embrouille, en fait. Et non, voilà, donc j'ai vraiment, en tout cas, je chéris tous ces bons moments de mon enfance. Tout n'a pas été catastrophique ou horrible. Il y a eu des alternances avec des moments magiques. Et, euh, voilà, donc. Et aujourd'hui, je pensais parler d'une situation hallucinante qui m'est arrivée en 2011, hein, lors de l'anniversaire du 11 septembre. Et je ferai une vidéo une autre fois, demain ou plus tard dans la journée. Mais en tout cas, aujourd'hui, en cette journée de Noël, je voulais dire que je suis en total amour et gratitude pour ce pays que j'aime du fond de mon cœur, qui est la France. Et, euh, et reconnaître ce que ce pays m'a apporté. J'ai eu la chance à l'époque, dans les années 70 et 80, de bénéficier du système scolaire public français qui m'a qui a été qui a été hyper exigeant avec moi. Je me rappellerai toujours de ces semaines à écrire en cursive, l'exigence française, les grands auteurs, le raffinement, toutes ces choses qui m'ont qui ont contribué au talent que j'ai aujourd'hui. Euh, le talent sensible, le talent esthétique. Et, euh, et voilà, donc il y a eu une sorte d'alchimie euh, parfaite entre ma sensibilité et la culture française à l'époque. Et, euh, et, et c'était magique. Pour moi, la France est le plus beau pays. Dommage que c'est en train de changer euh, à cause de politiques, je dirais, technocratiques. Et, euh, et j'ai apprécié énormément
cette France de l'époque qui assumait ses origines chrétiennes et son histoire chrétienne. Je me sentais vraiment français, même si j'étais né en Tunisie, et j'étais bien conscient que mes ancêtres n'étaient pas les Gaulois, mais j'étais amoureux de cette histoire, de ces hommes et de ces femmes, de l'histoire française. Et donc voilà, donc les Noëls pour moi c'était magique. Je me sentais appartenir à un tout plus grand que moi, qui était, qui était aussi bien, qui était aussi bien culturel, mais aussi religieux. C'est-à-dire le rapport à Dieu. À l'époque, la France assumait toujours son rapport à la religion chrétienne, même le rapport à Jésus-Christ. Et tout ça, j'ai toujours, voilà, j'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais, à vrai dire, senti le racisme. Et je m'interroge aujourd'hui si vraiment le racisme existe. En tout cas, je sais qu'il existe, mais de s'interroger. Pourquoi il existe toujours? Peut-être que c'est lié à notre nature humaine, peut-être que c'est lié au rapport à la vie, peut-être que notre cerveau a fait des approximations et qui peuvent apparaître comme du racisme. Et puis, en tout cas, j'ai jamais connu, à vrai dire, le racisme, sauf quand la gauche a dit que ça existait dans les années 80, milieu des années 90, avec la création Touche pas à mon pote. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie de faire politique parce que c'est pas du tout sexy ou politique. Mais la France, c'est vraiment un pays de fous et que j'adore et qui a. Et mon rapport avec Paris est extraordinaire. Donc voilà, donc pour essayer d'aller vite, j'ai pas envie de faire une vidéo de 20 minutes. Voilà, en ce jour de Noël, je repense à mon père et malgré ses difficultés, malgré ses dysfonctions, j'ai eu énormément de joie et de moments avec lui, de bonheur. Et aujourd'hui, je pense à lui. Et aujourd'hui, j'ai le courage de pouvoir dire que je l'aime. Et encore une fois, je n'idéalise pas mon père. Je sais que c'était un humain avec ses travers, ses dysfonctions. Et aujourd'hui, à mon âge, je peux comprendre en fait ce qu'il a traversé. Et je réalise que c'est pas du tout évident. Si j'avais été à sa place à l'époque, c'était pas évident si j'avais été dans la même situation de faire mieux que lui. Et donc voilà, j'ai deux anecdotes à partager pour conclure cette vidéo. Mon père c'était un colosse. En tout cas, moi de ma taille, de mon âge, je le voyais comme un titan. C'était mon Terminator personnel. Et il était bien adapté à l'environnement. On était à Aubervilliers, donc avec un peu de racailles, beaucoup moins qu'il peut y en avoir aujourd'hui. Et il y avait une forme de violence urbaine ou d'agressivité urbaine. Et mon père c'était un colosse, donc j'avais peur de lui. Mais en même temps, quand on sortait dehors, je savais qu'il était de mon côté et que j'avais mon Terminator et que je pouvais regarder les papillons, tout ça. Je savais que j'avais mon garde du corps personnel. Et je me rappelais toujours, il avait des mains, c'était des pelles. Il avait des mains, des doigts, on aurait dit, tu vois, c'était des trucs énormes. Et des fois, pour m'embêter avec son doigt, là, il me poquait sur les côtes et tout, et ça faisait mal et ça faisait rire en même temps. Et je me rappellerai toujours, je devais avoir peut-être 7 ans, 8 ans, et on était au petit parc à côté, à Aubervilliers, et puis déjà à l'époque, il y avait les rebeux, ambiance racaille, le concept des frères, c'était vraiment déjà costaud. Et moi j'étais là, et tu sortais même moi j'étais un vrai poussin, en tout cas à 7 ans.
Et par contre, j'arrivais à voir même chez les enfants de mon âge, des enfants, tu vois, de familles musulmanes, avec déjà dans le regard une forme d'agressivité euh, et une forme de violence que tu pouvais saisir dans l'énergie, dans le regard du gamin. Et moi, j'étais là, donc mon père était en train de jouer à la pétanque, un peu plus loin. Et moi, j'étais en train de... Je voulais monter dans la structure pour jouer. Et là, je vois le toboggan et je voulais descendre. Et là, je vois ce gamin qui avait déjà une allure de racaille à 7 ans, 7-8 ans. Et il était là assis sur le côté, il voulait pas descendre, il voulait pas utiliser le toboggan. Donc moi, ça m'a saoulé, j'arrive et je décide de prendre le toboggan. Donc j'arrive, je devais avoir 7 ans, 8 ans peut-être, euh, peut-être 10 ans à tout casser, on va dire. Non, je vais être 8 ans. Et j'arrive et je me dis, bon, bah, il me saoule, je vais pas l'attendre. Et je passe par-dessus lui pour glisser. Je réussis mon truc et lui, je sais pas, peut-être que j'ai fait un faux mouvement, tout ça, il trébuche et il bascule de l'autre côté de la structure et il tombe sur le menton. Et moi, je glisse. Il faut savoir que, voilà, il se lève et il a le menton fendu en sang. Et là, j'ai l'angoisse en me disant merde, parce qu'à l'époque, toute action que je pouvais faire et pour moi était perçue comme une erreur et donc une punition. Et donc un risque de punition. Et donc je le vois avec son menton fendu, saignant. Et je me dis, oh là là, mon Dieu, et tout. Et le gamin, au lieu tu vois, d'avoir peur ou quoi que ce soit, il me regarde, il me dit, attends, tu vas voir, je vais appeler mes frères, tu vois. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on a, on n'a pas... Il faut savoir que quand à l'époque, peut-être aujourd'hui c'est pareil, quand il est arrivé une tuile, l'angoisse c'était les frères, tu vois. Genre, s'il faut surtout pas qu'il ait des frères, et encore moins qu'il les appelle. Et il me dit, voilà, j'ai mes 2 grands frères, ils vont venir, tu vois, genre te casser la gueule, tu vois. Et là, je suis flippé. Et mon père, déjà à l'époque, il avait de l'âge. Donc il était âgé, tu vois. Donc j'ai grandi avec un papa vieux, on va dire, avec des mains, avec les plis de la peau, tu vois, et tout. Mais je connaissais pas le passé de mon père et tout ça. Donc pour moi, je croyais qu'on était foutus. Hein. Et naturellement, par instinct de survie, je suis allé voir mon père qui jouait à la pétanque. Je lui dis, ouais, papa, regarde, il y a le garçon là, il est tombé, tout ça. Et le gamin, il a le temps d'aller chez lui, je sais pas où il habitait. Et au moment où mon père arrive pour voir ce qui se passait, je vois 2 grands frères arriver qui étaient plus grands que mon père, dans la force de l'âge. Je sais pas, il va avoir 25 ans, je sais pas. Et le petit gamin qui arrive et avec son menton, et je me suis dit, on va se faire casser la gueule, mon père il va se faire tabasser. J'étais terrorisé. Et là, les gamins arrivent, ils n'ont pas le temps de dire un truc. Mon père, il lève le doigt, il leur pointe, il leur montre il montre, il prend, il avait une gestuelle incroyable. Et il pointe des doigts les 2 mecs. Il fait, hé, vous deux, prenez votre frère et emmenez-le à l'hôpital. Et les mecs, ils se sont retournés, ils ont pris leur gamin, ils sont repartis, ils n'ont même pas tenté même un dialogue. Et là, quand j'ai vu le doigt de mon père en train de pointer, je me suis dit que le doigt de mon père devait avoir des super pouvoirs. Le même doigt énorme qui me triturait. Et, euh, et là, j'ai senti le pouvoir de diffuser des situations de la part de mon père. Et donc, c'était un des moments où je me suis dit, bon, ben, peut-être que mon père est un super-héros, je ne sais pas. Mais et, j'ai mon ami André qui vient de m'envoyer un texte en me disant Joyeux Noël. Euh, et donc ça c'était un des moments et j'en ai plein comme ça et je me marre aujourd'hui parce que c'était des moments je sais de protection et d'amour de la part de mon père et je sais que s'il il avait fallu qu'il se batte il se serait battu hein. Mais donc ça c'était un moment de bonheur, c'est des moments que j'ai eu avec mon père que je n'ai malheureusement pas pu honorer et même partager avec ma mère. Donc ensuite un autre souvenir. Et c'était hallucinant parce que voilà, moi je grandissais et je voyais mon père vieillir hein, et pourtant il ne perdait pas de son autorité, de sa force, de son charisme, malgré toutes les dysfonctions qu'il pouvait exprimer à la maison. Et, euh, et une autre fois, ça a été, on vivait dans ce logement de fonction
Et il est arrivé, c'est une situation une situation qui aurait pu tourner très très mal. Et on était dans ce logement de fonction, dans cette usine à Aubervilliers, au dernier étage. Et ce jour-là, il y avait que ma sœur et moi. Et ma mère était en robe de chambre, donc totalement, on va dire, vulnérable. Et on était là, et puis moi, j'avais tendance à aller me balader dans l'usine, qui, je ne sais pas si à l'époque, elle était désaffectée ou inactive. Et à ce moment-là, j'adorais me balader autour de l'usine, faire mes explorations. C'était mon terrain de jeu. Et, euh, et là, il faut savoir qu'à l'époque, à Aubervilliers, dans le quartier, on avait beaucoup de communautés de gitans, pas loin. Et ces gitans avaient la réputation d'être super chauds, tu vois. Couteau, machin. Genre, tu voulais pas du tout t'embrouiller avec un gitan, tu vois. C'était la définition du coriace. Et moi c'est bizarre. Donc, le parking, je connaissais l'usine par cœur. Donc, et le parking, normalement, devait être vide. Et là, je vois qu'il y a un camion. Et puis, c'est étrange. Et donc, je fais le tour de l'usine à l'extérieur. Et là, je vois trois gitans. Deux jeunes, peut-être 25, 26, et leur père, qui devait avoir, je sais pas, peut-être 50 à l'époque. Et ils étaient là à essayer de cambrioler l'usine, d'essayer de voir ce qu'ils pouvaient voler. Hein. Et là, j'ai une angoisse et dans ma tête, je me dis, mais attends, il y a que maman, on est, on est foutu. Et je flippais, donc je suis parti. Et mon père n'était pas là. Donc mon père était ailleurs, je ne sais pas où. Hein, et il n'y avait ni lui ni sa voiture. Et je vais, donc, je devais être vraiment petit, hein, peut-être, je sais pas, peut-être 9 ans, 10 ans, peut-être 11. Et je cours pour aller prévenir ma mère qu'il y avait des gens et donc un risque de cambriolage. Moi, je pensais qu'elle allait appeler la police ou quoi que ce soit, tu vois. Non, elle descend en robe de chambre. Elle arrive. Et là, je vois les gitans arriver vers elle du bout de l'allée derrière l'usine. Et je me dis, c'est mort, ma mère va se faire agresser. Et, euh, et je vois donc ces gitans assez, tu vois, comment dire, pas très sympa. Et donc c'était l'inconnu total, donc grosse flip. Et je me suis dit, voilà, j'avais peur pour ma mère, j'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Et ils arrivent, ils se rapprochent et je me dis, ça va mal finir. Et puis je crois que ma mère ne se rendait pas compte, donc je crois qu'au début, elle a essayé d'avoir un peu d'autorité et je crois que ça ne marchait pas du tout. Et il est là, et puis et là je me dis ça va mal finir. Et au moment où les gitans s'approchent et ils sont à 2-3 mètres de ma mère, là il y a une voiture qui arrive et c'est mon père. Et là mon père c'est encore une fois c'était un Terminator, je sais même pas comment il faisait. Et c'est plus tard que j'ai appris qu'il avait un passif, qu'il a bossé dans une prison tunisienne, tout ça. Je sais même pas. En tout cas, il était capable de grande autorité et de grande violence de manière indiscriminée. Et donc, et là, je me dis, oh là là, pouf, il y a papa. Et chaque fois que mon père était là, je savais qu'en tout cas, dans des situations critiques, il était le mec capable de calmer les situations. Et là, mon père arrive, en 3 secondes, il comprend la situation. Donc il voit ses gamins tout petits et sa femme, et il y a les trois gitans, et mon père ne se préoccupe pas de se dire tiens on va parler et tout. Mon père c'était assez rentre dedans, donc il hurle sur les trois mecs. Les mecs se rapprochent de leur bagnole et il comprend tout de suite à qui il doit s'adresser. D'abord c'est le père et il commence à engueuler le père et il prend le père des gitans, des trois là, et le prend par le col et le plaque contre la bagnole. Et t'as je me suis dit, mon père, il est foutu, ils sont trois, il est tout seul, il va se faire planter ou il va se faire tabasser. Et pendant que mon père est en train de hurler sur le truc, je vois un des fils essayer de sortir un couteau.
Et mon père, il pointe le mec et lui dit, toi, tu ranges ton couteau. Et ensuite, et il met tellement la pression au père que le père dit à ses enfants, aux deux autres gitans, il leur dit de se calmer et tout ça. Et chose incroyable, les mecs rentrent dans leur camion et se barrent. Je me suis dit, mais incroyable, mon père aurait pu se faire planter, tout ça. Et je vois aucune angoisse de la part de ma mère, comme si c'était, voilà, mon père, c'était son rôle et point barre, tu vois. Et donc, moi qui étais super fier, en me disant, putain, papa, il a tout ça. Et ce jour-là, le seul truc qui m'a un peu déçu, j'ai pas senti un élément de reconnaissance de la part de ma mère, même pas un merci pour mon père. Et ça m'a vachement marqué parce que je suis sûr que ça aurait pu tourner très mal. Et donc voilà. Donc, et j'en ai plein d'autres là. J'ai des histoires avec mon père, j'en ai peut-être une centaine. Et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça que en mûrissant aujourd'hui, j'ai énormément de regrets de pas, euh, voilà, de pas avoir, d'avoir sacrifié ma relation pour choisir un camp, le camp de ma mère. Donc c'est une douleur que je vis maintenant au quotidien, mais c'est comme ça, hein. Je pense qu'on a tous les siens, on a tous nos tragédies, hein. Mais voilà, donc en tout cas, cette journée de Noël, je voulais vous dire, donc si vous avez des gens que vous aimez, ou des gens avec qui vous avez eu des moments, des bons moments, n'hésitez pas à le dire, à le montrer, et même mieux, à les serrer dans les bras. Aujourd'hui, je donnerais tout pour pouvoir serrer dans mes bras une dernière fois mon père. Et, euh, et je réalise aujourd'hui que l'amour, c'est une chose, hein, mais le courage d'exprimer son amour, c'est autre chose. Donc, je commence à comprendre que petit à petit, pour pouvoir aimer sainement, correctement, il faut être très fort, très fort. Donc, voilà. Voilà, donc joyeux Noël, et puis j'espère que vous aurez des beaux cadeaux, et que le Père Noël va vous gâter. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao.